Et donc, au sujet de la chirurgie de l'épaule. Alors, je reprends cette phrase de Dominique Fochen, qui est un auteur que j'aime bien, qui dit que la médecine n'est ni une science ni une technique, mais bien une pratique soignante personnalisée, accompagnée de sciences et instrumentée par des moyens techniques. Et j'insiste sur le mot « accompagné ». Donc, pour reprendre, revenons à la clinique, puisque nous parlons de patients. Par exemple, cette patiente, Louisa, qui a 78 ans, qui a mal à l'épaule depuis 2 ans, des douleurs à la conduite, au maquillage, dans ses activités de la vie quotidienne, qui a eu des infiltrations, on commence par le traitement médical, et des douleurs malgré la kinésithérapie. Cette patiente, elle vous montre très bien qu'elle a des douleurs qui irradient vers le coude, avec des diminutions de la mobilité, notamment donc ici en élévation, en rotation externe, et ici en rotation interne. Vous voyez le bras gauche ici qui monte relativement peu haut. Puis on fait une radiographie, c'est le bilan habituel. On remarque qu'il y a une arthrose, une homarthrose, qui est ici centrée avec une légère subluxation postérieure sur le profil de Bernageau. Et donc, on fait le diagnostic d'une homarthrose qui est primaire, pour lequel on pose une indication de prothèse d'épaule. Jusque-là, tout va bien. Et puis, à ce moment-là, si la question que l'on se pose, c'est de savoir si on va utiliser un robot, de la navigation ou un guide patient spécifique, c'est que, globalement, on n'a rien compris. Pourquoi? Parce que le problème, ce sont nos objectifs. Et le chirurgien reste un médecin qui opère. Et en fait, on est parti, et c'est assez amusant de voir comment on a fait ce processus de réflexion, du geste chirurgical. Et oui, nous apportons d'abord des améliorations dans nos outils chirurgicaux. Et puis, au fur et à mesure que l'on poussait ces avancées sur les gestes chirurgicaux, cela nous a poussé à des réflexions aussi sur comment fait-on notre diagnostic, comment prenons-nous des décisions. Et pour cela, il faut apporter des données, des informations qui soient objectives et qui aillent au-delà du « fait comme ci, fait comme ça » chirurgical qu'on voit pendant les interventions. Et donc, il faut qu'on arrive comme cela à démembrer, à analyser les éléments de façon dichotomique, qui nous permettent d'arriver progressivement à ce diagnostic, à cette décision et enfin au geste chirurgical. Et donc, KAOS, la chirurgie assistée par ordinateur, ce n'est pas qu'un geste. En fait, KAOS, c'est une stratégie qui va de la clinique jusqu'au suivi. La clinique pour l'indication, la planification pour la décision, la chirurgie pour la précision, ça c'est ce qui paraît le plus évident et c'est ce qui apparaît tout le temps dans les médias, ils viennent toujours au bloc opératoire au lieu de venir en consultation, et puis le suivi lors de l'évaluation. Et donc, je vais vous montrer ici, en fait, une technologie développée depuis une dizaine d'années qui nous permet de faire tout ce chemin et dans lequel on peut se projeter pour les 5 à 10 années qui viennent. Ici, vous voyez donc un logiciel qui va segmenter automatiquement, séparer automatiquement la scapula de l'humérus en prenant des mesures tout aussi automatiques, c'est-à-dire que jusque-là, le chirurgien a laissé tourner l'algorithme. Il n'y a pas eu besoin d'avoir un accès à un ingénieur et donc on a des mesures comme ça de rétroversion glénoïdienne, d'inclinaison glénoïdienne et de subluxation au niveau de la tête humérale. Et en fait, comme je vous l'ai dit, lorsqu'on a développé cet outil, on a dû revenir, et c'est paradoxal, sur des outils qui devaient, comme les mauvaises langues voulaient bien l'affirmer, nous éloigner du patient. Finalement, on a dû revenir à des études que l'on ne connaissait que dans les années, finalement, les années 30 ou les années 50. Je cite par exemple Henri Valois, qui a fait des études sur l'épaule chez l'humain. Et ici, on a refait les mêmes types d'études pour analyser, cette fois en 3 dimensions, la corrélation dans l'épaule normale entre la position spatiale de la tête humérale et l'orientation de la glène, et puis aussi les limites morphométriques 3D de l'anatomie normale de l'épaule, où l'on voit ici clairement les points ici que vous voyez en vert et les points bleus, qui sont en fait la position de la tête humérale par rapport à l'orientation de la glène, qui se superposent. Ça paraît évident, mais ici on voit de façon claire qu'il y a une évolution concomitante qui concorde entre cette position de la tête humérale et l'orientation de la glène. Et puis, on a aussi analysé l'épaule pathologique et notamment comprendre en fait quels sont les différents seuils qui existent entre les différents types d'arthrose primaire, tels que nous l'a enseigné Gilles Vache dans sa classification de l'arthrose primaire. Et vous voyez que ici, dans l'arthrose primaire, la tête humérale a tendance progressivement à se subluxer de façon postérieure, plus on augmente dans les stades. C'est un retour aussi donc à la validation de référentiels anatomiques tridimensionnels qui sont des outils qu'on utilise au quotidien et qu'il a fallu aussi s'approprier, mais cette fois-ci en 3D. Et pour bien s'approprier ces outils et bien comprendre ce que l'on fait, parce que le chirurgien reste responsable malgré toutes ces technologies,
Eh bien, il faut qu'ils comprennent quels sont les repères anatomiques qui vont déterminer le référentiel tridimensionnel. Si vous utilisez un logiciel dont vous ne connaissez pas le référentiel, vous risquez en fait de faire des erreurs d'interprétation. Et donc, c'est pour cela que c'est très important d'avoir une transparence aussi de ces différents outils et de ne pas se laisser bercer par une fée marketing qui viendrait vous proposer un logiciel qui marche tout seul, mais dans lequel on perdrait le contrôle sur la compréhension du référentiel des mesures qui sont faites dans ces logiciels. Enfin, on a aussi développé donc des outils donc de mesure qui nous permettent spécifiquement de poser, par exemple ici, les prothèses inversées. Vous voyez ici l'angle RSA qui permet d'évaluer l'inclinaison glénoïdienne dite utile pour la pose des prothèses inversées, puisque la prothèse inversée, on ne va la poser que sur la partie la plus inférieure de la glène et non pas sur toute la glène comme la prothèse anatomique. Et donc cet angle RSA, on a pu l'étudier en 3 dimensions et donc on a pu le valider dans sa conception grâce à ce logiciel aussi. Je reviens aussi sur les éléments anatomiques. Ici, vous voyez, certains référentiels nécessitent de trouver le trigonome. Et ici, le trigonome, on se rend compte qu'en fait, c'est une zone qui est relativement large et sur laquelle on fait énormément d'erreurs, notamment dans l'axe supéro-inférieur. Et donc, l'inclinaison qu'on va mesurer par rapport à un de ces points, à l'axe transverse, est ici, dont fait partie le trigonome, peut varier simplement parce qu'on n'a pas choisi ou qu'on a une variabilité interobservateur sur le choix du trigonome. Et donc, on revient de toute façon toujours à l'anatomie. Et ensuite, on se pose la question face à une radio de l'état de la coiffe des rotateurs, de l'état de la glène, de l'état de l'humérus. Et puis, on va taper sur PubMed Shoulder Arthritis et bien, on va trouver plus de 6000 publications. Et en plus, on a un patient en face de nous qui a des antécédents, l'âge, le sexe, qui a des activités, qui a des attentes. Et en fait, il faut compiler tout cela pour prendre finalement une décision. Et c'est pour ça que l'avènement de l'IA est finalement intéressant pour nous accompagner et nous assister dans ce processus de réflexion. Je prends pour exemple les classifications. Quand on prend la classification de Walsh, qui est faite pour les arthroses primaires et qui est acceptée maintenant dans le monde entier, en fait, on se rend compte qu'il y a un CAPA, c'est-à-dire un coefficient de concordance, d'agrément, d'accord entre les différents chirurgiens qui regardent cette classification pour une radiodonnée, qui est de 0,52. C'est-à-dire que c'est très faible, en fait, puisque c'est sur 1. Et pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de gold standard. Les seuils sont finalement relativement arbitraires quand ils sont dans la littérature. Et puis, il y a des critères qui sont quand même subjectifs. Par exemple, vous prenez la densité osseuse, c'est un critère qui est subjectif, que l'on peut numériser, mais qui est relativement complexe à numériser. Et donc, c'est une sorte d'appréciation que l'on va faire. Et donc, cette étude de la Mayo Clinic montre que le CAPA d'une classification qui est reconnue internationalement est finalement très faible. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a entraîné une base de données, donc un algorithme, pardon, sur une base de données de 574 cas, avec 80% pour l'entraînement, 20% pour la base test, et on lui a donné des mesures de glène, des mesures humérales, tridimensionnelles, qui ont été calculées de façon automatique. Et en fait, en utilisant un algorithme de machine learning, on retrouve un CAPA sur un des deux algorithmes qui s'appelle une machine à vecteur de support, un vecteur de support, pardon, un CAPA qui est finalement identique à ce qu'on fait dans la vraie vie, entre chirurgiens. Et donc là, rien qu'en prenant des données numériques, je ne parle même pas de deep learning, c'est-à-dire même pas d'analyse automatisée de l'image. Je parle simplement de machine learning. On arrive à faire aussi bien que les chirurgiens. En fait, c'est intéressant, non pas parce que ça va nous remplacer, ça c'est absolument faux, mais parce que ça nous permet d'avoir une prédiction stable pour des cas qui sont finalement relativement consensuels. Et donc ceux-là, on va pouvoir les classer rapidement. Pour des chirurgiens qui sont non experts aussi, je vous rappelle que 80% des chirurgiens font moins de 20% de prothèses d'épaule. 80% de chirurgiens qui font de l'épaule font moins de 20% des prothèses d'épaule. Qu'on peut utiliser des paramètres tridimensionnels qui sont assez difficiles d'accès d'un point de vue représentation cérébrale, mentale. Et finalement, on peut ne se centrer que sur les problèmes qui sont non consensuels. Et donc, avancer sur les problèmes de classification. Et donc là, ici, quand je fais cette planification, je vais dire que c'est une arthrose primaire, je vais dire que c'est une type B2, et on va me proposer finalement une prothèse inversée, reverse, ici, avec une prédiction de probabilité de 70%. Et c'est l'IA qui va faire ça, et l'IA va aussi permettre de positionner automatiquement les implants, de faire une proposition sur laquelle je vais pouvoir secondairement agir, en mettant bien le plot au milieu de la voûte glénoïdienne, en orientant relativement bien dans un cadre que j'ai donné au préalable, l'implant de manière à ce qu'il soit positionné de façon optimale. Alors, bien sûr, c'est une version de recherche et donc les choses avancent progressivement. Ensuite, ce logiciel va permettre donc de générer
un guide patient spécifique. Et là, je vais y arriver. C'est qu'en fait, effectivement, on a le problème du geste chirurgical qui doit être guidé. Pourquoi? Parce que l'abord chirurgical en chirurgie de l'épaule, eh bien, c'est un trou de serrure au travers de laquelle on va voir une glène. Et cette glène est toute petite et on a aussi un impératif de temps. Plus le temps opératoire est court, mieux se portera le patient. Et donc, on essaie d'optimiser ça et donc de réfléchir le moins possible en opératoire. Il faut savoir que le coup d'œil chirurgical est finalement très mauvais puisqu'on a une amplitude d'erreur qui est de 7,5 degrés dans tous les sens, c'est-à-dire avec un diamètre de 15 degrés d'erreur maximale. Donc, je vais générer ce guide patient spécifique à travers de plusieurs points que je vais positionner sur la glène, sur le bord de la glène. Ici, vous voyez le modèle 3D. Et ce modèle 3D va être donc généré par l'ordinateur. C'est passé un peu vite. Il est ici en 3D par l'ordinateur. Pendant l'opération, je vais avoir ce guide patient spécifique avec un fantôme de la glène qui va me permettre de savoir à peu près comment le positionner. Et puis en opératoire, je vais positionner le guide simplement. Je ne vais plus me poser la question de savoir est-ce que je dois orienter la broche dans tel sens, dans tel sens. Finalement, le travail est déjà fait en amont et je vais pouvoir fraiser la glène et finalement poser l'implant tel que je l'ai souhaité dans la glène, ici. Donc voilà ici quelques images de guides patients spécifiques utilisés pour la prothèse inversée. Et la question, c'est finalement, est-ce que je suis relativement précis? Eh bien, cette question, on y a répondu en faisant une étude donc, sur le positionnement de la broche, puisque c'est celle-ci qui est guidée par le guide. Et on se retrouve avec une erreur dans la direction de 1,8 degré et une erreur au point d'entrée de 3 mm. Donc finalement, on est relativement bon. Vous voyez, par rapport aux 7,5 degrés que je vous ai présenté tout à l'heure, c'est mieux. Le problème, c'est que les guides patients spécifiques, eh bien, il y a un guide patient spécifique par chirurgie. Il y a 3 à 5 semaines de fabrication. Avec les normes MDR, cela s'est encore augmenté. Il y a le problème du transport, donc le problème de flux logistique, le problème de la stérilisation, qui peut aussi altérer les propriétés du guide, parfois, et le problème, bien évidemment, d'identito-vigilance, vu qu'un guide patient spécifique ne s'applique qu'à un patient. Et donc, il faut être très vigilant et cela augmente le travail, on va dire, des cadres et des chirurgiens. Alors, pourquoi pas ne passer finalement à la réalité mixte, hein, et ça, c'est une technologie qui est en train d'être développée, encore une fois. Et vous voyez ici, j'ai pu associer les deux, donc avec un guide patient spécifique que j'avais dans ma main droite ici, et puis de la réalité mixte, qui pour l'instant ne me sert que de visualisation. Il n'y a pas encore le recalage tel que vous l'a montré tout à l'heure Guillaume Dardenne pour le genou, et ça va permettre d'avoir une sorte de cockpit chirurgical qui peut nous aider en opératoire. À la fin de cette planification, je peux aussi simuler des mobilités. Vous voyez, c'est une prothèse qui est contrainte, donc avec un seul centre de rotation autour duquel peut tourner l'humérus. Et donc, je vais avoir des simulations de mobilité avec, par exemple, 61 degrés de flexion, par exemple, une rotation externe qui est à 30 degrés. Je vais pouvoir analyser les conflits entre la prothèse et l'os et donc essayer de comprendre comment je peux optimiser le positionnement de cet implant. On a analysé donc les mobilités, donc pour ces mobilités, si elles sont fiables vis-à-vis de cette prédiction. Et en fait, il n'y a pas de corrélation directe, on s'y attendait un petit peu, puisqu'on est dans une évaluation de la gléno-humérale et qu'on ne prend pas en compte l'articulation scapulo-thoracique. Donc, il y a pour les rotations et l'extension une planification avec des mobilités qui sont supérieures par rapport aux données cliniques. Par contre, pour la flexion, pour l'abduction, les données planifiées, elles sont inférieures par rapport aux données post-opératoires. On va en faire l'analyse juste après. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'on arrive à prédire quand même des différences entre les implants. Vous savez, en chirurgie de l'épaule, les prothèses inversées, elles se divisent en deux catégories, les prothèses qui sont inlay et les prothèses qui sont onlay. Inlay, c'est sous le niveau de la coupe, on enfonce la prothèse après avoir fraisé l'intérieur de la métaphyse. Pour le onlay, c'est plus un système de plateforme qui permet la convertibilité de la métaphyse. Et donc, on est, on va dire, en tour Eiffel, en montage au-dessus de la tige pour ces prothèses-là. Et en fait, on se rend compte que la simulation, si elle nous donnait beaucoup de différences significatives entre le inlay et le onlay, nous permet finalement de prédire une différence seulement sur l'abduction. Quand on voit les patients en clinique, on voit que, il y a une vraie différence entre les deux prothèses sur l'abduction qu'il faut ensuite interpréter d'un point de vue anatomique. Et donc, en conclusion de cela, les amplitudes qui entrent en conflit avec l'acromion, tel que je viens de vous présenter, c'est-à-dire l'abduction, elles sont finalement prédites, mais il n'y a pas de corrélation directe entre la mobilité
qui est prédite et le résultat clinique. C'est-à-dire qu'on ne va pas retrouver des chiffres qui sont strictement les mêmes. Par contre, on peut anticiper une différence entre les implants sur une proportion entre les inlays et les onlays parce que on peut anticiper en préopératoire le conflit qui va exister entre le trochiter et l'acromion. On peut prédire aussi les mobilités sur des conflits donc, entre l'os et l'implant. Ils sont souvent surestimés en ce qui concerne notamment les rotations et l'extension, sans doute parce qu'il y a une implication aussi des parties molles qui ne sont pas du tout représentées et prises en compte pour la simulation. Alors, comment améliorer ensuite notre évaluation clinique? J'ai failli mettre standardisé, mais en fait, ce mot peut faire bondir, donc j'ai mis améliorer. En fait, on peut utiliser des systèmes de validation qui sont ici cette caméra RGBD, c'est-à-dire qu'il y a une composante de profondeur, donc fixée donc à un trépied, sur laquelle on va pouvoir filmer le patient. Et en fait, cette technologie RGBD, ici vous voyez le patient donc avec ce nuage de points, qui est combiné à un algorithme d'IA, permet finalement de superposer un squelette qui a été modélisé et de recaler en 3D ce squelette pour pouvoir prédire une mobilité tridimensionnelle. Et donc, on peut analyser comme cela les patients. Et ici, je vous montre un exemple. Vous voyez donc un patient qui est un volontaire sain, ici, qui va mobiliser son numérus, son épaule, et pour lequel on va pouvoir déterminer l'abduction grâce à ce squelette qui va suivre automatiquement son numérus et donc montrer donc, que son abduction peut monter jusqu'à ici, vous voyez, il se monte à 114 degrés, 131 degrés. Donc, il y a un suivi et cela permet finalement d'améliorer pour éviter le manque de concordance entre les observateurs pour la mesure des mobilités. Pardon. Et donc, on a comparé en fait ce Schulder-Rom, donc ce système automatique, avec l'aspect visuel et puis l'évaluation goniométrique. Et on se retrouve avec de très bonnes corrélations, sauf peut-être en rotation externe parce que le plan horizontal est assez difficile à retrouver. Voilà, je passe un petit peu. Donc, finalement, Chaos, vous avez vu, ce n'est pas qu'un geste, c'est aussi une stratégie qui va donc de la clinique jusqu'au suivi et à l'évaluation. Il ne faut pas focaliser simplement sur le geste chirurgical. Alors, juste pour vous dire 2 mots sur Chaos France, ça, c'est l'équipe qui compose la société, le bureau de Chaos France, qui est composé à la fois de chirurgiens, mais aussi d'ingénieurs et de chercheurs qui sont intégrés dans le bureau et qui mènent avec nous ces différents projets. Vous voyez, c'est une équipe qui est nationale. On a pu effectuer un congrès Chaos France tout à fait virtuel grâce à la plateforme Birbella, pour les raisons épidémiques que vous connaissez, et qui a connu plus de 200 visiteurs, et notamment qui a pu réunir des chirurgiens du genou avec des chirurgiens de l'épaule ou des chirurgiens du rachis, ce qui se voit finalement assez peu dans les congrès. Alors, un petit mot aussi du projet Chaos, puisque aujourd'hui, on a plusieurs dispositifs médicaux qui utilisent des systèmes Chaos et qui arrivent sur le marché, mais sans vraiment un registre national, pas vraiment de transparence ou de validation scientifique de ces dispositifs. Il y a un écart possible entre les actions qui sont publicitaires et le marketing, et la réalité technologique de l'appareil. Et il y a finalement aussi un manque de valorisation auprès de nos institutions, sur la cotation notamment, de ces dispositifs qui aujourd'hui ne sont pas du tout cotés. Ce qui est coté, c'est l'implant, c'est le geste chirurgical et pas l'acte intellectuel qui le précède. Or, le médecin reste responsable, c'est l'opérateur frontal, c'est un principe de base. Et il faut que cette technologie bénéficie aux yeux des chirurgiens d'une transparence, qu'ils puissent comprendre ce qu'ils font. Il faut apporter la preuve scientifique et à la fin, le chirurgien est responsable de la sécurité du patient. Et ça reste, et c'est la Commission européenne qui s'est réunie sur l'IA qui le dit, l'opérateur frontal. C'est-à-dire c'est lui qui va être responsable du résultat dû à cette utilisation de cette solution. Et donc, le projet Chaos se résume en 3 phases. Un registre national Chaos, une labellisation des différents dispositifs, et enfin une valorisation à terme des dispositifs qui ont été ainsi labellisés. Ça donne par exemple ça. Par exemple, on va étudier pour la phase 1 les différentes publications qui ont été faites pour différents dispositifs qui sont commercialisés. Vous voyez ici certaines majors ou des boîtes un petit peu plus petites qui publient et qui font un effort de publication, et puis il y en a d'autres qui le font réellement pas. Et donc, il faut pouvoir faire le tri et surtout rendre transparent cette information. Voilà les différentes équipes qui travaillent sur le projet Chaos. C'est étoffé depuis quelques temps et on avance tous de concert avec des équipes qui sont plus avancées que d'autres. Donc, mais une même dynamique nous permet d'avancer sur ces 3 phases. Donc, Chaos n'est pas un simple outil au sens où on a simplement changé de lame de bistouri, mais c'est une révolution, à mon sens, au même titre que l'hygiène, que l'anesthésie, que l'apparition des rayons X. Et bien aujourd'hui, il y a les technologies Chaos.
Je vous remercie. Merci beaucoup, Marc-Olivier. Très belle présentation, très, très claire. Tu ouvres une page, si je comprends bien, dans l'évolution de notre métier. Est-ce que vous avez des questions à poser, des remarques à faire, des commentaires? Philippe? Encore une petite question à la fin, je veux dire, tu cites pour les études, etc., des marques qu'on connaît comme Mimic, Biomet, etc. Comment ils interviennent à ce niveau? Mais pour l'instant, c'est fait. Alors, on a demandé à des sociétés déjà de nous envoyer ce qu'ils avaient sur le bénévolat, en fait. Hein. Et en parallèle, on est allé chercher dans la littérature tout ce qui existait. Donc, on a des gros tableurs Excel avec toutes les revues qui sont classées. Et puis, les commentaires, on a fait des rubriques. Et puis, on est en train de mettre en place un label avec environ 7 critères, 7 paramètres qui nous permettent de considérer l'apport de ces technologies d'un point de vue plus chirurgical. Mais il n'y a pas que l'aspect publication, il y a aussi les aspects réglementaires, éthiques, éco-responsables, donc RSE, etc., qui rentrent en compte. Oui. Gérard, est-ce que tu veux, oui, c'est tout à fait passionnant. Mais quand j'analyse votre démarche intellectuelle, on a l'impression qu'il y a un maillon faible dans l'histoire. C'est le guide posé sur la glaine. Il y a des choses qui sont extrêmement précises, et puis tout d'un coup, on a 3 petites pattes qui sont posées sur la glaine. On se demande si on introduit, c'est une toute petite zone, comment c'est posé sur la glaine si on n'introduit pas une source d'erreur à ce niveau-là. Alors qu'en prenant, avec le scanner de la scapula, comme vous l'avez, en prenant des repères beaucoup plus distaux, beaucoup plus éloignés sur la scapula, et sans guide, vous évitez ce type d'erreur de positionnement de votre guide. Et ça vous dispense d'avoir un guide. Oui, le problème étant qu'on ne peut pas s'exposer sur toute la scapula, donc on est obligé de travailler que sur ce qui est exposé, en gros la coracoïde, un petit peu de l'acromion et puis la glaine. Ensuite, non, mais la pointe de la scapula, par exemple, à la palpation, on repère très bien la pointe de la scapula. Elle est à 15 cm. Et donc, vous avez une erreur angulaire qui est beaucoup moins importante que si vous travaillez sur la toute petite zone qui est la surface de la glaine. Tout à fait. Et je pense que l'avènement peut-être du recalage via la réalité mixte, par exemple, peut nous aider justement à pouvoir visualiser mieux ce trigonome et se passer finalement du guide. Je pense que le guide, c'est patient spécifique, ce n'est qu'un passage et qu'à la fin, les choses se résumeront simplement à l'utilisation du robot, qui va être une sorte de navigation améliorée, et un cockpit chirurgical qui est ce casque de réalité mixte qui va nous permettre d'avoir une vision augmentée du patient en face de nous, mais il faut qu'on ait du recalage. Je vois que François Richard est là-haut. Il y a du boulot pour le conseil de nomenclature, hein, parce qu'il va falloir mettre tout ça ensuite en hiérarchisation des actes. Hein.